Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Le professeur Franklin Nyamsi avec la France-Afrique, ses critiques envers la France, Emmanuel Macron, la politique d'Emmanuel Macron. Alors, je vais vous laisser regarder ces séquences et votre appréciation en commentaire. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est ensemble. Donc, moi, si j'avais envie de faire une carrière politique en France, je serais un meilleur président de la République française que M. Macron. M. Macron est un amateur. Il ne sait pas gouverner les hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se gouverner lui-même. Il n'est pas à la hauteur des enjeux de la République française au point où elle est parvenue aujourd'hui, c'est-à-dire dans la crise de son identité existentielle. M. Macron n'est pas à la hauteur. Il y a d'autres citoyennes, il y a d'autres citoyens français qui seraient tout aussi capables que moi d'être le meilleur président de la République française. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et je ne veux pas les nommer ici. Mais je veux dire que moi, si je voulais être président de la République française, je serais un meilleur président de la République française pour les Français de toutes les origines et de toutes les couleurs que M. Macron. Le problème est que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Mais alors même que cela ne m'intéresse pas, M. Macron panique et instrumentalise la justice pour qu'on m'empêche d'être candidat à des élections sur les 3 prochaines années. C'est bizarre, hein? On est en 2025 pratiquement. On est en 2025 pratiquement. Quand il me met 3 ans de condamnation, c'est parce qu'il ne veut pas que je participe à l'élection présidentielle de 2027. Donc, dans les analyses politiques de l'Élysée, on a dit que parmi les Africains, citoyens français, je pourrais être quelqu'un qui va peser sur la future élection présidentielle. Pourquoi? Parce que je suis l'un des Africains les plus écoutés en France. Et parce que j'ai ma démarche qui consiste à appeler les Africains de France à faire valoir tous leurs droits en France. Oui, ma singularité, c'est que j'appelle les diasporas, j'appelle les Africains français à se faire respecter dans le droit français, dans le droit européen. Je ne suis pas dans une logique de clivage, je ne suis pas dans une logique de séparation raciale, je ne suis pas dans une logique de dichotomie, je suis dans une logique d'affirmation plénière de la personnalité africaine et dans le respect des personnalités de toutes les autres origines du monde. Donc du coup, je représente pour eux un vrai problème. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas pour la séparation des communautés sur des bases raciales. Jamais je ne vais professer une telle idée. Mais je suis pour la souveraineté des peuples. Il est hors de question que la souveraineté des peuples africains ne soit pas respectée au motif qu'on voudrait faire le métissage des civilisations. Non. Mais les civilisations humaines sont par définition métisses en fait, au sens où nous descendons tous de l'homo sapiens sapiens. Et voilà pourquoi toutes les populations qu'il y a sur la Terre aujourd'hui peuvent faire des enfants entre elles. C'est parce qu'elles ont la même souche. C'est parce qu'elles ont une parenté grammaticale génétique de base. Nous sommes une espèce humaine, avec des variations en son sein. Voilà la réalité. Moi, je fais donc une politique dans laquelle il n'est pas question d'exclure l'autre, mais de se faire respecter et de respecter l'autre. Donc, ils ont analysé mon profil à l'Élysée et ils ont estimé qu'il ne faut pas que je sois candidat à l'élection de 2027. Alors, je me suis dit, avec mes avocats, si ça les gêne que je sois capable d'être candidat à l'élection en 2027, qu'est-ce que ça serait alors si je suis candidat à l'élection en France en 2027? Qu'est-ce que ça va leur faire? Si je les bats au tribunal, à l'appel, ou en cassation, ou devant la Cour européenne, en effet, pour défendre la respectabilité et la dignité des Africains de France, eh bien être candidat, pour troubler les calculs de la Macronie. Pourquoi ne pas? Pour le moment, je pose légitimement cette question, mais
Je ne peux pas prendre une telle décision parce que je n'ai pas envie. Comment un sentiment anti-français est possible? Sentiment anti-français. Bon. D'abord, la notion de sentiment, étymologiquement, le mot sentiment vient du verbe sentir. Sentir signifie avoir des sensations. Or, les sensations renvoient au fonctionnement de notre corps animal. Puisque nous avons les sensations à travers les perceptions de nos yeux, on parle de sensations visuelles, nous avons des sensations à travers les perceptions de notre odorat, on parle de sensations olfactives, nous avons des sensations à travers les perceptions de notre langue, on parle de sensations gustatives, c'est avec ça que nous goûtons, par exemple les aliments. Nous avons des sensations à travers les perceptions de notre ouïe, donc de nos oreilles, et on parle ici de perceptions auditives. Enfin, nous avons des sensations à partir des perceptions de notre peau, la peau. Alors là, on parle de sensations tactiles. Donc en fait, le sentiment, c'est la forme de réflexion qui est la plus proche de notre animalité, de notre corps physiologique. Le sentiment, c'est le côté le plus animal de l'homme. C'est le côté le plus obscur de l'homme, le sentiment. Et voilà pourquoi les dictionnaires de la langue française définissent le sentiment comme une conscience plus ou moins claire, une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le sentiment, c'est une perception floue. Vous comprenez pourquoi il parle de sentiment anti-français? C'est pour dire que les Africains ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas clair. Ils sont dans le sentiment. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? C'est une conscience plus ou moins claire. Une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Donc en fait, le sentiment, c'est la connaissance d'en bas. C'est la connaissance inférieure. C'est la connaissance dont l'homme est capable quand il est uniquement au stade biologique, quand l'homme n'est pas encore développé correctement. Comprenez? Quand l'homme est encore seulement un animal qui a des perceptions sensorielles, alors il a des sentiments. Et donc, le sentiment africain, le sentiment anti-français serait donc l'expression, en réalité, des pulsions les plus basses, des dimensions les plus basses de l'humanité en général. Et le fait que les Africains ne se rapportent aux Français qu'à travers le sentiment est le signe que les Africains sont dans la bassesse. Ils sont des êtres primitifs, des êtres bruts, des êtres primaires qui n'ont encore rien compris. Ils n'ont pas encore une approche élevée. Ils n'ont pas encore une approche intellectuelle, une approche lucide. Ils n'ont pas encore une approche supérieure des relations humaines, n'est-ce pas? Le sentiment anti-français en Afrique serait donc l'expression d'une longueur d'onde basse dans laquelle évoluent les Africains. Continuons de creuser le mot sentiment. On nous dit que un sentiment, qu'est-ce que c'est? Le sentiment, c'est la composante de l'émotion impliquant les fonctions cognitives de l'organisme, la manière d'apprécier. Le sentiment, c'est une connaissance immédiate. C'est une simple impression. Le sentiment, c'est une perception de notre état physiologique du moment. C'est-à-dire que le sentiment, c'est vraiment la pensée du ras du sol, quoi. C'est la pensée la plus basse, la plus grossière et la plus brute dont un être humain soit capable. D'ailleurs, le sentiment, c'est le niveau de pensée que nous partageons avec les autres animaux. Les poules et les coqs ont aussi des sentiments. Les moutons et les chèvres ont aussi des sentiments. Même les serpents ont des sentiments. Puisqu'ils sont capables d'avoir des perceptions oculaires, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Ils ont des sentiments, puisqu'ils ont des sensations. Donc en fait, la pensée sentimentale est réputée être la pensée la plus grossière, la plus brute, la plus basse. Et c'est cette idée qui revient. On continue. Le dictionnaire Larousse dit que le sentiment, c'est une connaissance plus ou moins claire. C'est une donnée immédiate, c'est-à-dire que c'est une pensée irréfléchie. D'accord? On continue en disant qu'un sentiment, c'est juste une opinion, c'est un avis. Vous voyez bien, la langue française entend par sentiment un point de vue qui n'est qu'une opinion, un avis. C'est-à-dire, c'est une pensée non argumentée, une pensée non rationnelle, infrarationnelle. C'est une pensée sauvage, une pensée barbare, une pensée illogique.
C'est ça qu'on appelle le sentiment. Les Africains sont dans le sentiment. Ça ne vous dit pas quelque chose? Vous commencez à sentir les soubassements de cette notion de sentiment? Le sentiment est un état affectif complexe et durable, lié à certaines émotions ou représentations, nous dit encore le Larousse. Et le Larousse ajoute, qu'est-ce que c'est que le sentiment? C'est la disposition à être facilement ému. On y arrive. Le dictionnaire français Larousse, dans l'une de ses définitions du sentiment, dit que c'est la disposition à être facilement ému. Donc quand on parle de sentiment anti-français, on veut parler de l'émotivité qu'on attribue aux nègres. Ça vous dit quelque chose? En attribuant à l'Afrique, non pas la résistance anti-française, non pas la révolte anti-française, non pas la révolution anti-française, mais le sentiment anti-français, on veut dire que l'Afrique est encore restée tributaire de l'émotivité, de la pure sensibilité, de l'immédiateté, de la non-réflexibilité, de l'irrationalité, que l'Afrique est encore dans la pensée brute et grossière. Vous avez compris? Voilà pourquoi on parle de sentiment anti-français. On ne parle pas de révolte. On ne parle pas de révolution. On ne parle pas de lutte de résistance. Non, non. Sentiment. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sentiment est une forme grossière de la pensée, que le sentiment est une forme peu claire, une forme confuse, une forme diffuse de la pensée. Alors, quels sont les synonymes du mot sentiment dans la langue française? J'ai noté une liste de synonymes. Intuition. Alors, l'intuition, c'est une connaissance injustifiée, elle est directe. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sens que tu sais. Intuition. Synonyme de sentiment, pressentiment. Quand tu as des pressentiments, tu as de vagues signaux dans ton système biologique ou psychique. Synonyme de sentiment, sensation. C'est-à-dire, en fait, modification de ton état biologique. Vous voyez, le sentiment, il est à ras du biologique. Le sentiment est vraiment la forme la plus animale de la manifestation de la pensée humaine. Synonyme de sentiment, toujours en français, affectivité, sensibilité. Synonyme de sentiment, instinct, instinct. Le mot instinct est parfois utilisé comme synonyme de sentiment. Donc, un être qui est seulement sentimental, c'est un être instinctif. Or, qui dit instinct renvoie à l'automatisme comportemental des animaux. Alors que l'être humain est réputé avoir perdu son instinct au fil de son évolution biologique et culturelle, le fait de dire que les Africains ont essentiellement un sentiment anti-français a pour but de les enfermer dans un certain rapport instinctif à l'autre. Apparemment, de manière instinctive, l'Africain serait sentimental. C'est un émotif. C'est un sujet très présent dans la pensée raciste française que nous allons décrypter. Bon, voilà ce qu'on entend par le sentiment. Et donc, du coup, dans la littérature philosophique, dans la culture intellectuelle française, il y a toute une tradition de critique du sentiment, de détestation du sentiment et de mépris du sentiment comme étant, en fait, ennemi de la raison, comme étant dangereux pour l'homme, comme étant la forme la plus grossière dans laquelle un homme puisse s'exprimer. J'ai relevé quelques phrases célèbres de penseurs, de chercheurs, pas seulement français, mais plus largement occidentaux, dénonçant le sentiment comme étant vraiment la forme la plus basse et la plus nulle de la pensée. C'est par exemple le cas de Saint Bonaventure, de son vrai nom Giovanni Fidanza. Il a vécu au XIIIe siècle. Voici ce qu'il dit. Citation de Saint Bonaventure. Où l'intelligence pénètre, non, où l'intelligence ne pénètre pas, le sentiment va. Fin de citation. Là où l'intelligence ne pénètre pas, le sentiment va. Donc en fait, selon Saint Bonaventure, le sentiment est la forme d'expression des gens qui ne sont pas intelligents. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne s'exprime que de façon sentimentale. Il ne s'exprime que par des affects, des émotions, par des réactions primaires. Il le dit en latin, qui ibi non intrat intellectus, sed affectus. Là où l'intelligence ne pénètre pas, le sentiment va. Alors, appliquons cette citation à la notion de sentiment anti-français. Ça veut dire que, en fait, comme les Africains ne sont pas intelligents, ils sont systématiquement dans l'émotion, ils sont systématiquement dans le sentiment, ils sont systématiquement dans l'affect. Vous voyez, l'expression sentiment anti-français est une négation de la rationalité de l'Africain. C'est le refus de dire que l'Africain peut réfléchir aussi.
que l'Africain peut avoir une bonne mémoire, que l'Africain peut avoir une culture extrêmement élevée, que l'Africain peut avoir un projet complexe de vie, que l'Africain peut avoir une vision d'avenir. Non, il est dans le sentiment. Le sentiment, la forme la plus basse de la pensée. Le sentiment, la forme la plus primaire de la pensée. J'ai une autre phrase très intéressante. C'est celle de Jean Anouilh. Jean Anouilh, dans un ouvrage intitulé Ardelle ou Marguerite, le conte La table ronde, l'ouvrage s'intitule Ardelle. Jean Anouilh dit que ce sont toujours nos bons sentiments qui nous font faire de vilaines choses. Pour Jean Anouilh, les bons sentiments, les sentiments en général sont ce qui fait faire des vilaines choses. Jean Anouilh diabolise donc a priori le sentiment. Tous ceux qui sont guidés par le sentiment sont des gens qui font des vilaines choses. Je cite encore quelques auteurs français, particulièrement remontés contre le sentiment qu'ils considèrent comme une forme inférieure de pensée. Bon, Marcel Aimé, dans son ouvrage Uranus, publié chez Paris Gallimard, dit que dès qu'on s'écarte de 2 et 2 font 4, les raisons ne sont que la façade des sentiments. Dès qu'on s'écarte de 2 et 2 font 4, les raisons ne sont que la façade des sentiments. Voilà ce qu'affirme Marcel Aimé dans son livre Uranus, publié chez Gallimard à Paris. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? 2 et 2 font 4, c'est la raison, c'est la logique, c'est le calcul, sont les mathématiques, c'est la pensée rationnelle, d'accord? Pour lui, dès qu'une personne n'utilise pas cette pensée logique, cette pensée mathématique, qui est le signe d'une raison active, une telle personne se fait guider directement par les sentiments. Donc, en fait, les sentiments sont ennemis de la raison. Et si on pouvait appliquer la phrase de Marcel Aimé à l'expression sentiment anti-français, on pourrait dire que quelqu'un qui s'inspire de la conception de Marcel Aimé va dire que ceux qui sont opposés à la France, par le sentiment, sont des individus irrationnels, sont des individus illogiques, sont des individus qui ne pensent pas, puisque en fait, ils sont dans le sentiment et par conséquent, ils se sont éloignés de la pensée qui fonctionne en 2 plus 2 font 4. J'ai trouvé une autre phrase. Elle est du célèbre écrivain français André Gide. Elle est extraite de son roman Les Faux Monnayeurs. Qu'est-ce qu'il dit dans Les Faux Monnayeurs? Il dit, dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. Dans le domaine des sentiments, le réel ne se distingue pas de l'imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le sentiment n'a pas le sens concret des choses. Il confond ce qu'il imagine dans sa tête avec ce qui est réel. Cette phrase d'André Gide, appliquée à l'expression sentiment anti-français, signifie que ceux qui ont élaboré cette expression veulent dire que les Africains sont dans le délire. Les Africains se mentent tout seuls, ils se racontent des histoires, des fictions. Ça veut dire que, non, il n'y a pas eu de révolte des abbés entre 1900 et 1910. Il n'y a pas eu de révolte malgache en 1947. Et il n'y a pas eu entre 1955 et 1971 la guerre de la France contre le peuple camerounais. Et il n'y a pas eu, à partir de 1830 et pendant 132 ans, la résistance algérienne contre le colonialisme. Tout cela, c'est une imagination. Les Africains imaginent des choses. C'est juste extraordinaire. Donc, en fait, quand on dit sentiment anti-français, ce qu'on veut dire, c'est que les Africains sont dans l'imagination. Ils ne sont pas dans la raison. Ils sont en train de prendre des vessies pour des lanternes. Les Africains se mentent et croient en leurs mensonges. Sinon, entre l'Afrique et la France, c'est une belle histoire d'amour. Les Africains l'ont oublié et ils inventent des fantasmes de massacres coloniaux, de pillages coloniaux, de déportations négrières. Ils inventent des massacres, des fantasmes de domination monétaire. Ils inventent des fantasmes de coups d'État organisés par la France. Tout cela sont les fantasmes des Africains. Je me souviens d'un échange sur ma page Twitter avec un ancien ambassadeur de France qui s'appelle Lenormand. Je fais remarquer que les Maliens ne se battent pas contre les djihadistes, mais qu'ils se battent contre des terroristes qui ont bénéficié du soutien des puissances impérialistes. Je me fonde là-dessus sur l'expérience de ce qui s'est passé en Libye, où on a tout à fait vu Al-Qaïda et l'État islamique opérer aux côtés de l'OTAN pour tuer Kadhafi, se servir dans les armes libyennes et ensuite envahir le Sahel. Et voici la réponse que me fait M. Lenormand. Il me dit, les djihadistes doivent bien sourire de vos idées délirantes. Donc pour Lenormand, je délire quand
que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et assassiné Kadhafi. Je délire quand je dis que l'OTAN l'a fait en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et c'est lui, le Normand, qui lui, il est dans la réalité. Lorsqu'il nie le fait que nous avons observé de l'association d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de l'OTAN pour détruire la Libye. Donc en fait, de manière très constante, vous constatez que les défenseurs de la théorie du sentiment anti-français considèrent que les Africains sont des êtres délirants et que eux, ils sont dans la réalité. Eux, ils sont dans la vérité. Même quand les Africains auraient à faire valoir des faits, ils continuent à prétendre que ces faits se sont déroulés dans l'esprit des Africains, pas dans l'histoire. Pourtant, ce mépris que l'on observe envers le sentiment et à travers le sentiment envers l'humanité africaine, ce mépris n'empêche pas de rappeler que d'autres auteurs de la pensée française, la pensée occidentale, ont eu une appréciation autre du sentiment. Il n'y a pas toujours eu dans la pensée française, dans la pensée occidentale, une dévalorisation, une diabolisation ou même une infériorisation du sentiment. Marivaux disait par exemple qu'il n'y a que le sentiment qui puisse nous donner des nouvelles un peu sûres de nous. Pour Marivaux, le sentiment a une certaine valeur. Parce que le sentiment, c'est la connaissance la plus intime que nous puissions avoir de nous-mêmes. Et Marivaux nous demandait de la prendre en compte. Monsieur Retailleau a fait la déclaration suivante qui est rapportée par le journal en ligne Brut. Je cite Monsieur Retailleau. Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique. Fin de citation. Grâce à M. Retailleau, nous comprenons la logique de va-t-en-guerre qui s'est emparée des dirigeants de l'Union européenne, Macron pour la France, Starmer pour la Grande-Bretagne, le nouveau chancelier Merz de l'Allemagne. Tout ce monde-là est très remonté ces derniers temps à l'idée de tenter de poursuivre et d'aider l'Ukraine à poursuivre la confrontation militaire avec la Russie. On aurait pu penser que toute la colère, la hargne avec laquelle s'exprime le gouvernement français actuel dans cette affaire renvoyait à une problématique eurasienne. C'est-à-dire, on peut dire, occidentalo-occidentale. Bref, une problématique qui se déroule ici, entre l'OTAN, instrumentalisant, comme on le sait désormais, l'Ukraine et la Russie. Mais grâce à cette parole de M. Retailleau, nous sommes réorientés vers la véritable signification de la colère de M. Macron envers la Russie. Sa plus profonde signification n'est donc pas ukrainienne. Ce n'est pas pour les beaux yeux bleus de l'Ukraine que le président Macron est en colère. Ce n'est pas pour sauver l'Ukraine, ayant perdu le Donbass, la Crimée, etc., que le président Macron est en colère. L'arrière-pensée profonde de la colère du régime Macron contre le régime de Vladimir Vladimirovitch Poutine nous est délivré par M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur. Il nous dit « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique. » Donc, en réalité, c'est l'Afrique qui est l'enjeu de la colère du gouvernement français contre la Russie, davantage que l'Ukraine. Lorsque M. Retailleau dit « Les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser d'Afrique », dans l'expression « forme de guerre », il avoue lui-même qu'il n'y a pas eu de guerre de la Russie contre la France en Afrique et qu'il n'y a même pas eu de guerre des pays africains contre la France en Afrique. S'appuyant sur leurs attributs juridiques d'État formellement souverains, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont demandé à l'armée française de rentrer en France après avoir rompu les accords de défense et de coopération militaire qui unissaient, qui liaient leur pays à la France. La question qu'on veut se poser ici, c'est en quoi est-ce une forme de guerre? Lorsque ces accords de coopération et de défense entre le Mali et la France, entre le Burkina Faso et la France, entre le Niger et la France, entre le Tchad et la France, lorsque ces accords étaient rédigés, est-ce que les Russes étaient co-signataires des accords? Est-ce que les Russes étaient cités dans les accords? Est-ce que la volonté russe était incluse parmi les parties des accords? Réponse non. Le fait que M. Retailleau ne veuille pas reconnaître
que ce sont les Africains qui ne veulent plus de l'occupation militaire française en Afrique est un signe de mépris envers les Africains. M. Retailleau fait partie de cette élite politique française qui peine à reconnaître que les Africains soient capables d'une initiative intellectuelle, morale, d'une initiative spirituelle, d'une initiative personnelle. M. Retailleau fait partie de ceux qui pensent que il faut expliquer l'action des Africains systématiquement par un tiers. La Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, Cuba. Il ne faut surtout pas expliquer l'action des Africains par la volonté souveraine des Africains eux-mêmes. Or, ici, il est important de rappeler à M. Retailleau et à tous ceux qui pensent comme lui ici en France que, comme entité politique, les royaumes, les empires, les États africains existaient avant la France. Avant que la France ne fût un royaume ou un État, l'Afrique était déjà politiquement organisée. M. Retailleau gagnerait à refaire ses cours d'histoire des civilisations, d'histoire des institutions politiques, d'histoire des organisations sociales et même d'histoire de la production des plus grandes inventions de l'humanité. Il trouvera l'Afrique à l'avant-garde de toutes les civilisations humaines. Car elle est, et tout le monde en convient, le berceau de l'homme. Il dit que la France a été chassée d'Afrique. Mais ce qu'il oublie de constater, c'est que l'Afrique n'est pas la France. Utiliser le verbe chasser pour évoquer le retrait des troupes françaises du sol africain, c'est partir du principe que l'Afrique appartenait à la France. Dès lors, les propos du ministre Retailleau sont des propos qui sont une nouvelle offense à la dignité, à la souveraineté des peuples et des États et des gouvernements africains contemporains. Donc quand Bruno Retailleau dit « les Russes ont fait une forme de guerre à la France pour nous chasser de l'Afrique », il nie la capacité africaine de faire l'histoire.